Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi. Tu tapes BIT, c'est bit sans e.ly/comment devenir dans ton navigateur. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Attention, le podcast va changer de nom. Est-ce que tu préfères Épanoui ou Actif-Passif, le podcast qui libère l'intime gay? Je te fais 5 propositions et tu votes pour ta préférée. Direction le site du podcast, bit.ly/comment devenir. Amir, je te lis ma petite intro. Ouais. Amir, bienvenue chez moi. Merci. Avant de commencer, je dois prévenir nos auditeuristes que ton témoignage va parler de viol, d'inceste, mais aussi de réparation, de résilience et d'amour. Amir, tu as 43 ans, tu habites en Alsace et tu vis une double vie. Au grand jour, une vie hétéro, en couple avec une femme et vos 3 enfants. Et dans le secret, une vie homo, cachée, à essayer de rencontrer des gars, à faire du sexe, malgré plein de blocages et d'angoisses. Ton contexte te facilite pas vraiment les choses. Tes racines marocaines, ta religion, l'islam, et ta fratrie de 5 frères hétéros. Et puis ce traumatisme que tu vis enfant. Tu es victime d'inceste par ton grand frère de 13 à 15 ans. Il te viole plus de 30 fois. Alors, tu te sens gay, oui, mais ta première expérience, c'est ce viol par un autre homme. Tout se mélange dans ta tête, ça casse. La question qui te hante, c'est: comment je fais pour vivre ma sexualité aujourd'hui, malgré mon histoire? Tu m'as dit, pour cacher la forêt, j'ai été alcoolique pendant 10 ans, sans poser de mots, sans comprendre pourquoi. Ensuite, une fois sorti de l'alcool, je me suis jeté dans le travail et l'engagement associatif, jusqu'à faire un burn-out. Mais voilà, tout change depuis 2 mois, depuis que tu as brisé le silence familial en parlant à ton frère pour la première fois. Tu reconquiers petit à petit ton intime. Il y a même une histoire qui se développerait avec un autre auditeur. J'ai hâte que tu me racontes tout ça. Avec ton courage, Amir, alors que tu brises le silence, tu nous montres la direction. L'inceste, on doit vite en parler beaucoup plus, tellement ça nous touche toutes et tous. C'est 1 Français sur 10 qui a été victime d'inceste. Et toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. C'est des chiffres de 2023. Donc, pour être très concret, dans la classe de ma nièce, de votre neveu, cousin, enfant, disons une classe de 30, c'est 3 enfants qui sont victimes d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Amir, merci d'être là. Merci. Je te propose qu'on commence au moment où tu t'apprêtes à tout dire pour la première fois à ton petit frère. Mais peut-être en fait avant de commencer par ça, ça va? Oui, ouais, ça va. Tu te sens comment? Emprunté, c'est-à-dire que j'ai impatient et à la fois mais pas stressé du tout, donc c'est plutôt positif. Ok, cool. Voilà. Et t'es venu spécialement à Paris pour Exactement, ouais. Je suis d'Alsace ce matin, ouais. Ok. Ça te va qu'on commence par là? Oui, parfait. Tu te souviens le déclic? Tu te souviens, tu vois, le moment où tu te dis, bon allez, je le dis, parce que c'était il y a 2 mois. Donc pendant 30 ans, tu te tais. Tu sais ce qui t'a fait dire? Alors, j'ai toujours vu le frère qui m'a violé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il a toujours été là, il a toujours été présent, et j'ai essayé de passer outre, d'effacer parce qu'il était là et que c'était mon frère et que je viens d'une famille où on préfère mettre la poussière sous le tapis plutôt que de nettoyer. Il était là dans le sens où vous habitez présent, proche. Il est présent chez mes parents et donc à chaque fois que je vais chez mes parents, je le vois. Ok. Et puis il y a eu une énième dispute en fait, sur un sujet complètement voilà, c'est nouveau ces comportements qui ont réjailli à la surface et on s'est embrouillé. Et mon petit frère, donc celui à qui j'en ai parlé, m'a dit ouais mais bon ça serait quand même bien que ça va trop bien beaucoup trop loin vos histoires. Et puis là je me suis dit attends,
y a peut-être un truc que t'as pas capté, mais voilà. Tu lui dis quoi? Je Ton lui petit frère, enfin, on est où et c'est quel jour? Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, ok, je lui dis mardi prochain, tu lui proposes un café. Ouais, comment ça s'est passé? Non, ça s'est vraiment passé, c'est sorti de brut de pomme comme ça, on était chez lui, et puis il me dit, dans sa cave d'ailleurs, et il me dit, ce serait bien que vous vous réconciliez, enfin, vos histoires à la con, moi j'en ai marre, il y a des histoires, à chaque fois j'entends autre chose et tout. Et là, je lui dis, mais je crois qu'il y a une réalité que t'as pas encore compris. Et puis il me dit, non, mais de quelle réalité tu parles? Je dis, je pense que c'est une réalité que t'es pas prêt à entendre. Et là, il me dit, soit t'en dis trop, soit t'en dis pas assez, mais dis-moi. Puis je lui dis, mais t'as pas compris que je suis pas pareil que toi, ni que vous tous d'ailleurs. Et puis il me dit, non, mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Enfin, va au bout de ta pensée. Et je lui dis, voilà, je préfère les garçons. Et là, il me dit, il y a un moment de silence, et il me regarde, il me dit, tu m'apprends rien en fait. Hein. Je dis, ok, voilà. Et ce que tu sais pas, c'est que ce fameux frère qui tu me demandes de enterrer la hache de guerre, mais il faut pas oublier qu'il m'a quand même violé pendant de mes 13 ans à mes 15 ans. Voilà. Et là, il a accusé le coup. Il savait pas quoi dire, parce qu'ils sont assez cul et chemise les deux. Hein. Cul et chemise, oui, très proches. Ouais, très proches les deux. Et donc, il l'a pas compris. Il m'a regardé en me disant, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit oui. Et rapidement, il a essayé d'effacer encore une fois l'ardoise et se dire, bon, mais tu vas bien? Et je lui dis, je sais pas comment je vais. Il me dit, mais pourquoi? Et je lui dis, comment tu irais, toi, dans ma situation? Et il me dit, je sais pas, mais en tout cas, je l'ai toujours su, hein, que t'étais gay, c'était tellement évident. Mais voilà, et je crois que tout le monde est plus ou moins l'avait compris, à au moins de mes autres frères, donc a au moins une raison d'avoir compris. Mais voilà, ils veulent pas se le dire, ils veulent pas se l'avouer, c'est tout. Mais voilà, donc, puis il m'a dit, moi je suis content pour toi si... j'ai dit, ouais, mais moi, je suis pas content avec cette situation, comment je fais pour vivre avec cette situation? Et puis il me dit, le plus simplement du monde, vis ce que tu as à vivre. Ok, donc d'ailleurs, au cœur de ton défi, moi, que j'entends, il y a un double coming out, en fait. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que les deux sujets sont pas liés. Ah non, pas du tout. Mais du coup, pour parler d'un, tu parles de l'autre. Ouais. Et je crois entendre que ce petit frère, sur le côté coming out gay, est plutôt accueillant. Mm-hmm. Tu vois, tu t'es senti comment par rapport à l'aspect gay? Bien accueilli, il a bien et bienveillant aussi. Mais il me manque l'autre aspect. Et l'autre aspect, c'est quand même que ma seule découverte de la sexualité, c'était ce viol. Et que ça, on peut pas dire super, bravo, je suis content pour toi, tu l'as dit, c'est bien, affirme-toi. Et puis d'un autre côté, ne ignorer ce que j'ai vécu, quoi. Parce que sur l'aspect inceste, lui, il t'a tout de suite renvoyé une question, tu vas bien? Ouais. C'est ça? Ouais. Mais moi, par rapport à moi, enfin, moi, face à ma sexualité, et non pas moi face à ce que j'ai vécu. Et donc... Ah oui, d'accord. Tu vas bien par rapport à être gay. Ouais. Donc, sur l'aspect inceste, il a nié? Il a complètement nié, oui. Et il a nié, il t'a dit quoi? Il m'a dit, ça c'est un premier règle entre vous. Moi, je pense que tous les frères le savent, et puis lui, a fortiori aussi, puisque il s'est passé ce qui s'est passé, mais sans mettre un mot dessus. Hein. Pourquoi lui aussi saurait? Il est forcément au courant, puisqu'il m'a violé, donc il est forcément au courant, mais puisqu'il s'est passé ce qui s'est passé. Mais il n'a même pas réussi à mettre un mot dessus. Et puis, il m'a dit, je sais pas quoi te dire par rapport à ça. Il m'a juste dit, moi, vis ce que tu as vu, c'est tout ce que je peux te dire. Ok. Dans l'idéal, ce que tu aurais eu envie qu'ils te disent, c'est quoi? Ce qui t'est arrivé, c'est pas top. Et c'est bien que tu m'en aies parlé, ou c'est bien que tu me l'aies dit aussi. Et alors qu'il a dit que c'était bien que je lui en parle du fait que j'étais homosexuel, mais pas du fait que je me sois fait violer, quoi. Et il y a un manque quelque part, mais après, je lui en veux pas. Parce que je sais qu'il est très, très proche de lui. Et que
Accuser le coup, ça a quand même dû lui faire quelque chose. Je pense qu'intérieurement, il doit travailler, ça doit travailler. Dans l'idéal, on dit je te crois. Première chose, au-delà de partager, il l'a pas dit. Non. Tu crois est-ce qu'il a nié ta réalité? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il a dit oui, tu dois te tromper? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il a essayé de dégrader ton propos? Non, absolument pas, à aucun moment. Non, absolument pas. Donc je pense qu'il le renie sur le moment, mais que quelque part derrière, il est peut-être pas outillé simplement pour assumer, pas pour assumer, pour accepter aussi. Okay. C'est pas quelque chose qu'on accepte facilement, surtout de quelqu'un dont on se dit proche. Tu disais cul et chemise, et c'est intéressant que tu emploies cette expression particulière. Tu te demandes si ton grand frère ne l'a pas violé lui aussi? Je me suis posé la question plusieurs fois, et j'ai pas la réponse. En tout cas, il me l'a pas donné. Et je pensais pas à moi d'aller lui poser la question. C'est peut-être aussi à lui de se remettre en question. Voilà, parce que je pense que ce serait trop aller dans son intime et ça. Bien sûr, ouais, c'est bien sûr. Pourquoi maintenant? Il y a ce déclic d'une énième engueulade et de ce petit frère qui dit faudrait que vous mettiez ça derrière vous, et là ça te donne l'élan, mais c'est comme un déclic. À ton avis, pourquoi maintenant à 43 ans tu te dis non mais... Parce que il y a eu plusieurs crises avec ce frère qui m'a donc violé, et plus ou moins grave, et là c'en est une énième. Et ça fait juste la 3e en 43 ans, et c'est un peu trop, quoi. Et des crises, ça veut dire vous vous engueulez très violemment? Oui, on se parle plus pendant 3, 4, 5 ans. Ok. Et on s'ignore complètement. Sauf que là, c'est allé un peu plus loin, parce qu'il dit que je suis mort pour lui, donc... Ok. Très violent. Le sujet de l'engueulade était lequel? C'était un truc tout bête. Il a débarqué un jour où on fêtait un anniversaire chez mes parents. Et puis on était tous dans le jardin, tout se passait bien, parfaitement bien. Il est venu bien plus tard, avec une tête, on voyait qu'il n'était pas dans son assiette. Et il s'est assis et on lui a proposé un bout de gâteau, parce que c'était un anniversaire, il l'a refusé. On lui a proposé une boisson, il l'a refusé aussi, méchamment. Et puis ensuite c'est parti crescendo sur des petits détails débiles, du genre pourquoi il y a une chaise qui traîne, pourquoi... et c'est parti vraiment très très loin. Et jusqu'au moment où je lui ai dit, mais écoute, là c'est un anniversaire, tu débarques, t'es dans un état second, tu t'énerves, tu gâches le truc à tout le monde, t'as les gamins qui fêtent leur anniversaire qui se mettent à pleurer, enfin qu'est-ce que t'as dans la tête, quoi? Toi qui te dis tellement, et c'est un éducateur spé, toi qui est tellement fort en éducation, en termes d'éducation, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont retenir, ces gamins? Et là c'est allé crescendo, c'est comme si sa haine qu'il avait contre moi, elle est sortie d'un coup, quoi. Et ça allait très très loin. Au point où je lui ai dit, écoute, non, c'est pas, si c'est comme ça, les mots, tu rentres chez toi. Loin. Comment? C'est allé très loin, c'est-à-dire dans les mots? Dans les mots, et même il a levé la main. Et puis c'est mes autres deux autres de mes frères qui étaient là, qui ont dû le canaliser, qui lui ont dit, maintenant stop. Il a parfaitement raison, tu viens, tu gâches tout, on comprend pas ce qui t'arrive. Si tu vas pas bien, reste chez toi. Si t'es dans un état second, reste chez toi, mais viens pas gâcher la vie aux autres. Et je suis jusqu'à lui dire que de toute façon... qu'il était toujours là pour gâcher les choses. Tu étais juste là pour pourrir la vie aux autres. Et la mienne en premier. Donc là, on est encore à l'anniversaire. Ouais. Comment ça se termine? Eh ben, on se quitte, fâché. Je voyais bien que tout le monde était de mon côté. Et lui, pas du sien, personne. Et donc, ça a encore dû le frustrer encore plus, parce qu'il est carrément intolérant à la frustration. Et le soir, j'y réfléchis, je me suis dit, c'est quand même mon frère aîné d'1 an... Bon, c'est débile que ça parte comme ça. Quoi qu'il arrive, même si un jour il se passe quelque chose de grave, ça restera quand même ton frère, que tu le veuilles ou non, sur le papier. Et donc, dis-lui que que ses mots sont allés trop loin, que ses gestes sont allés trop loin, mais que on est face à l'oise. Et je lui ai envoyé ce message, et là il a répondu, mais je crois que t'as pas compris, pour moi t'es mort. J'ai pleuré toute la nuit parce que j'avais perdu un frère. Je dis, ah bon, mais perdu comment? Il m'a dit mort. Et le fait de lire mort, M-O-R-T, oh là là. Alors je me suis dit, mais c'est... J'ai fait le premier pas, il l'a refusé, c'est terminé. Et dans ma tête, c'est fini. Et donc,
quand on m'a ressorti, il faudrait peut-être que là ça a fait électrochoc, quoi. J'ai pas pu retenir. Tu disais, quoi qu'il arrive, il reste mon frère sur le papier. Ouais. Moi, j'imaginais un papier légal, tu sais, le livret de famille. Oui, entre autres, on y est tous inscrits. Ouais. Mais non, en fait. Pourquoi tu... Enfin, moi, après, je me dis, oui, c'est vrai que sur le livret de famille, on va pas pouvoir déchirer le livret de famille. Oui, voilà. Mais en fait, le livret de famille, moi, je crois que je l'ai jamais regardé en 30 ans. Et qu'en fait, je peux choisir d'avoir un lien avec des gens de ma fratrie ou pas, de ma famille ou pas. Pourquoi toi, pourquoi tu as choisi tout ce temps d'avoir un lien avec lui, de te battre pour avoir un lien avec lui, alors qu'il t'a fait tout ça? Alors, parce que dans ma culture peut-être aussi, ça vient aussi de notre culture, peut-être, hein, je sais pas, mais d'un point de vue général, bon, moi je suis assez loin de cette culture dans laquelle j'ai grandi. Maintenant, j'essaye de... Tu peux la nommer d'une culture plutôt musulmane, hein. Même si pas très pratiquante, mais quand même très musulmane, avec des principes et des piliers, pas les piliers de l'islam, mais les piliers musulmans voilà. Et tu peux me les citer? Où la fraternité, c'est irrévocable. C'est comme ça, c'est tout le temps. Et que même si tu peux avoir le pire des diables face à toi, il faut l'accepter parce que c'est son sang et c'est ta chair, et que personne n'a dit que ta chair, ça devait être donné que du positif. Okay. Il y a aussi du négatif, et il faut l'accepter. Ok. Donc toi, tu grandis dans cette culture plutôt musulmane. Ouais. C'est quoi le plutôt? Pourquoi plutôt? Du fait qu'on n'était pas pratiquants du tout, que mes parents nous ont... On va pas à la mosquée. Ouais, on nous a pas poussé à être pratiquants du tout. Vous faites pas des prières? Non, Ramadan, mais c'est tout. Mais voilà, c'est tout ce qui reste de la culture musulmane chez moi. Mais autrement, on nous a quand même le fond, enfin les fondements, oui, mais pas le fond même, non. Ok. Et est-ce que tu veux la spécifier un peu plus? Parce que culture musulmane, c'est ultra large. Il y a... Alors, comment dire... Toi, t'es franco-marocain? Ouais, moi je suis franco-marocain. Alors moi je suis né en France. Il y a 3 de mes frangins qui sont nés au Maroc et puis 3 qui sont nés en France. Ok. Et à chaque fois, un caractère de ceux qui sont nés au Maroc correspond à un caractère de ceux qui sont nés en France. C'est assez drôle d'ailleurs. Sur les 3 en fait. J'ai pas compris, un caractère. J'ai 3 frères qui sont nés au Maroc. Ouais. Bien avant. Et puis c'est les 3 frères aînés. Et nous, les 3 derniers, on est nés en France. Ouais. Et un caractère de ceux qui sont nés au Maroc correspond à un caractère de ceux qui sont nés en France. Non, je crois que ça veut dire quoi, caractère? C'est la personnalité, ouais. Ah. La personnalité, la façon de faire, la façon de penser, la façon d'agir. Et... Il y a des gens miroirs, quoi. Ouais, voilà. Vous êtes en miroir. Et du coup, Et donc, tes 2 parents sont marocains? Exactement. J'ai pas de sœur. Ce qui fait que... je pense que il n'y avait pas de sœur, donc il fallait qu'il y ait un caractère un peu plus sensible ou un peu plus féminin, et c'est tombé sur moi. Et du coup, t'as un grand frère qui est aussi sensible et... Ouais, plus ou moins, ouais. Avec qui t'es proche? Oui, très proche, ouais. Ok. Très, très Mais proche. C'est pas à lui que tu as dit? Non, c'est pas à lui. Je l'ai dit à mon dernier petit frère. Ouais. Petit frère, ouais. Pourquoi? Est-ce que c'est une façon peut-être intuitive? Je sais pas si c'est inconsciemment une façon de le protéger aussi. Ok. Je suis aussi très proche de lui parce qu'il vit des choses qui sont peut-être plus semblables à ce que moi je vis à mon âge. Il a 41 ans, j'en ai 43. Et avec le recul, je me dis que c'est peut-être pour le protéger. Tu m'as dit en préparant cet entretien que tu étais le mouton noir de la famille. Ouais. Ça veut dire quoi pour toi? Justement, alors... ma mère a toujours considéré que... Enfin, je pense avec le recul qu'elle a considéré toujours que j'étais la fille qu'elle n'a jamais eue. Qu'elle aurait voulu avoir? Qu'elle aurait voulu avoir. Elle l'a verbalisé, elle aurait voulu une fille? Non, elle l'a jamais verbalisé, et d'ailleurs, elle l'assume pas. Mais ça c'est... Je lui ai dit le jour où j'ai coupé le cordon avec elle, où je vais tout balancer d'un coup, pour qu'elle comprenne. Parce qu'il fallait à un moment donné qu'elle comprenne, quoi. Tu lui as balancé... que j'étais la fille qu'elle n'avait jamais eue. Et elle m'a dit, mais non, mais pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Alors, En revanche, aujourd'hui, sur
le coming out gay, il y a seul ton petit frère qui est au courant. Ouais. Et sur l'inceste aussi. Exactement, ouais. Okay. Alors du coup, le mouton noir, pourquoi ? Parce que une famille très hétéronormée, mais hyper hétéronormée. C'est-à-dire que c'est que des gars. Donc on fait des trucs de gars. Donc on regarde du foot. S'il y a du foot à la télé, c'est tout le monde devant la télé. Et moi, non, j'ai pas envie de foot. Enfin, j'aime pas ça. Donc, mais laissez-moi tranquille avec votre foot, quoi. Et puis, j'étais toujours à part. Quand il y avait match de foot, que tout le monde hurlait devant la télé à cause d'un but, mais vous êtes con, quoi. Enfin, c'est un jeu. Enfin, voilà. Et bon, désolé pour les pour les fans de foot, mais et puis moi j'ai toujours été de côté à lire mon livre ou à faire autre chose ou à aimer des musiques un peu plus fleur bleue ou genre laquelle? Alors à l'époque j'étais Maria Carey à fond, mais plus maintenant. Non, on assume. Voilà. Nos différents chapitres. La chanson de Maria Carey pour toi c'est je crois que c'était Glitter, il me semble, un truc comme ça. Ouais. N'en dis pas plus. Voilà. Enfin, si tu peux. Ah, non. Mais je vois tout à fait. Voilà. Donc j'étais un peu. Ouais, en fait, dans tes goûts dans mes styles. Ouais. Et aussi, tu parles de sensibilité. Elle s'exprimait comment, cette sensibilité a beaucoup parlé. Alors, beaucoup parlé de ce qu'on ressent aussi. Et non, il faut pas parler de ce qu'on ressent. On le garde pour soi. On est des hommes, il faut pas. On te l'a dit, ça? Oui, on me l'a dit plusieurs fois. Un peu maniéré aussi. Maniéré, il faut vraiment bien chercher, mais apparemment j'étais maniéré. Et ensuite, pareil, la proximité avec la mère aussi, avec ma mère. C'est pour ça, tu penses que ton petit frère, quand tu fais ton coming out, te dit je le savais? Ouais. Mais il me dit on avait tous au moins 2 raisons de le savoir, tous. Et ceux qui disent non, c'est qu'ils mentent. T'a-t-il dit? Ouais. C'est quoi les 2 raisons? Je pense justement du fait que il t'a pas dit précisément. Il m'a pas précisé. Mais il a cité 2 raisons. Ouais, il a dit au moins on a tous au moins 2 raisons. Chacun a au moins 2 raisons. C'est bizarre d'être aussi spécifique. Ouais. Donc alors peut-être la sensibilité aussi, le fait de parler beaucoup, le fait d'être comme je suis tout simplement. Ou est-ce que est-ce que c'est possible que les viols soient connus par d'autres personnes? Non. Et du coup, il y a des amalgames? Non, à ma connaissance, non. À ta connaissance? Non. Ok. Absolument pas. Sinon, ça aurait fait, je pense, un sacré remue-ménage. Ouais. Tu penses? Ouais. Ça aurait vraiment éclaté quelque part, ouais. Et puis, alors, pourquoi aussi j'étais le mouton noir? Parce que, très doué à l'école, et il n'avait jamais rien à dire, alors que se faisait toujours des remarques un peu bavardage, etc., des mauvaises notes. Moi, à chaque fois qu'on recevait les bulletins, c'était le jugement au tribunal par mon père. Donc, il les convoquait un après l'autre. Et puis après, il y a des claques qui partaient dans le décor. Des claques? Ouais, c'était très, très rude. Très rude à la maison. Avec un père qui est décédé aujourd'hui, mais qui est alcoolique aussi. Qui dit quoi aujourd'hui? Qui est décédé aujourd'hui, mais qui est alcoolique, qui est décédé il y a 3 ans. Et voilà, donc moi j'avais jamais rien à dire. Ensuite, quand est venu le moment de... Mais t'étais célébré pour tes bons résultats? Alors on me disait que c'était bien, mais pas célébré. Et en fait, j'étais systématiquement comparé à mon violeur. Systématiquement. Puisque c'était mon aîné d'1 an qui avait raté une année, donc on était au même niveau. Mais systématiquement pour tout. Alors lui, évidemment, il faisait énormément de sport, et il avait baraqué et tout, moi pas du tout. Lui était séducteur, bon parleur, et moi pas du tout. Donc très souvent, on venait j'étais dans ma petite case, quoi. Et puis un incident aussi dont je me rappelle, on jouait et puis je sais plus à quoi on jouait. J'avais toujours des copines partout à droite à gauche, beaucoup de filles dans mon entourage. Ça plaisait pas. Ça plaisait pas parce que trop de filles, ça veut dire que forcément il y a quelque chose qui est louche. Et un beau jour, je sais plus pourquoi on courait, on jouait, je sais pas trop quoi, on jouait, et puis en fait, ça a été interprété comme elles m'ont frappé, ou voilà. Donc j'ai été enfermé dans le garage, on m'a engueulé, on m'a frappé, enfin bon, bref. Il faut pas jouer avec des filles, etc. Il faut que tu sois, plus rude. On t'a enfermé dans le garage parce que on a pensé que c'était les filles qui te frappaient. Ouais. Et donc c'était mauvais signe. C'était mauvais signe. De faiblesse. De faiblesse, ouais. Pas de masculinité, de trop femmelette en fait, quoi. Ok. Ensuite, je sortais pas très souvent, très très rarement, et
j'avais un ami avec un garçon qui a mon âge aussi, qui avait été dans ma classe d'ailleurs, avec qui j'étais tout le temps cul et chemise, enfin pas cul et chemise, mais enfin on était tout le temps fourrés ensemble. Les rares fois où je sortais dans le quartier ou quoi, et ça a été interprété comme c'est mon copain, on nous a vu nous embrasser, etc. Alors qu'il n'y a jamais rien eu entre nous. Ça, cette interprétation et ces on-dit, qui te les répète? C'est mes frangins qui me le répètent, qui me disent les 5. Ouais, on t'a vu, non pas les 5. Il y en a 2-3 d'entre eux, mais pas tous. Oui, donc il y avait quand même une fixation sur le fait que t'es faible, que tu traînes qu'avec ce gars-là, qui est bizarre aussi, qui est pas non plus external, qui s'extériorise pas assez, qui est pas assez homme comme on le souhaiterait. Donc forcément, ça veut dire que t'es gay. Est-ce que tu peux prendre un instant pour te poser là dans ta tête et te demander les détails qui sont importants pour toi de raconter sur les viols? C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'en dire plus, il n'y a pas besoin. C'est à toi de choisir si tu veux dire ce qui s'est passé ou pas. Je pense que c'est encore un peu douloureux de remonter, de m'imaginer. En tout cas, je vais quand même essayer, mais de sa part, un sentiment de toute puissance. Ça arrivait à des moments précis, parce que c'était une trentaine de fois. C'était à toujours le même moment? Non. Une configuration particulière? Non, ça arrivait plus souvent en fin de semaine qu'en semaine, mais... Chez vous ou ailleurs? À la maison, ouais. À la maison? Chez nous, ouais. Et... un sentiment de toute puissance, un sentiment manifeste de vouloir écraser l'autre, quoi. C'est-à-dire que je te viole et puis après je t'ignore complètement toute la journée. C'est-à-dire, une fois qu'il avait violé, c'était des moments particuliers où, hop, il ne t'adressait plus la parole, c'est ça? Voilà. Par rapport à d'autres jours où il t'adressait plus la parole. Exactement. Okay. Et après, le sentiment de distance, il mettait une énorme distance entre lui et moi. Et moi, je me demandais pourquoi cette distance. Alors, avec le recul, je me demande si c'est parce que je voulais plus de proximité du coup, ou c'est parce que, alors qu'au contraire, on préfère être loin de la personne qui nous a. Enfin, j'aurais préféré peut-être être loin de la personne qui m'a violé, mais là, dans le cas présent, non. Pourquoi, je ne sais pas. Tu te rappelles comment ça a commencé? Ouais. Alors à l'époque, on prenait le bain tous les deux. Et dans la même baignoire, en fait, pour des soucis d'économie d'eau, c'est débile, hein, je sais, mais à l'époque, on comptait nos sous. Et puis, c'est là que ça a commencé. Et il m'a dit, je vais te proposer un truc, tu verras, ça sera bien. Et voilà. Et ça a commencé comme ça. Et après, je me suis dit, ce serait qu'il allait s'arrêter là. Il n'est pas allé au bout, en fait, de son viol ce coup-ci. Mais après, il est revenu. Aller au bout, ça veut dire quoi? Il a fait des attouchements, mais sans plus. Il est resté en surface. Et c'est après que ça a dégénéré. Et je crois même le jour même, le soir même, ouais. La première fois. Et après, ça s'est répété à 30 reprises, jusqu'au jour où du jour au lendemain, il n'est plus revenu. Ça s'est arrêté d'un coup? Ouais. Et toi, du coup, il se passait quoi dans ta tête quand il revenait? C'était, alors au début, toujours une gêne. Il venait dans ta chambre ou vous partagiez une chambre? Ouais, alors on partageait une chambre, ouais. Et tous les deux, c'est-à-dire les 5 frères? Non, on était que tous les deux. On était que tous les deux, ouais. Ok. Et les premières fois, il y a eu une gêne quand il revenait. Et les fois d'après, il y avait presque... je sais pas comment expliquer ça, c'est quand même très bizarre de le dire comme ça, mais presque ouf, enfin. Comme si c'était quelque chose que j'attendais, alors que pas du tout. Mais c'est le sentiment que j'avais. Ouais, bien sûr. Et si tu devais mettre des mots sans juger, tu vois, enfin, dans le sens sans... Parce que comme ça t'étonne ou que ça te déstabilise, tu pourrais... Si tu juges pas et que tu mets des mots sur ce « ouf, enfin », il y a quoi derrière? Je pense que c'était rentré dans la norme. Dans ce que je me disais, c'est la sexualité, c'est ça. Alors que pas du tout.
Puisqu'il n'y avait pas d'affect, il n'y avait pas de... Il y a tout un pendant que je cherche maintenant, que j'avais pas avant. Donc forcément, c'est que... Et d'ailleurs, non, c'est pas la normalité. Tu peux m'expliquer ce que tu viens de dire? Il y a un pendant que tu avais... De quel pendant tu parles? Non, je veux dire que là, le fait qu'aujourd'hui, les relations qui sont purement physiques, juste physiques et merci, au revoir, c'est pas des choses qui m'intéressent. C'est quelque chose que je souhaite absolument. Le côté, enfin, pas le côté physique, d'accord, mais aussi le côté un peu qui est de la sensation, qui est de l'émotion, qui est de caresses, qui a des embras, enfin des baisers, qui est. C'est quelque chose que je veux absolument, alors qu'à l'époque pas du tout. Parce que lui, c'est pas le cas. Et il avait des mots violents ou... Non, pas des mots, des gestes violents, mais pas des mots violents. Et il avait le visage éteint, pas d'émotion. Ouais, pas d'émotion, pas de propos. Quand tu dis qu'il avait des gestes violents, c'est qu'il te frappait? Non, mais il était brusque dans ses gestes. Ouais. C'était tout de suite quand lui voulait et j'avais rien à dire. Et tu te souviens si toi ou lui, vous avez mis des mots sur ces viols? Non. Pendant les 2 ans, donc ça a duré de 13 à 15 ans. Ouais, non. Tu avais 13 à 15 ans, donc lui avait 14 à 16. Non, il n'a pas posé de mots, il n'a jamais posé de mots. Et je pense que même si aujourd'hui je lui reparlerai, il dirait que ça n'a jamais existé. Parce que on est sur 2 mondes séparés en fait. Sa façon de voir les choses et moi la mienne. Sa façon de vivre aussi. Voilà. Mais sauf que lui s'est reconstruit beaucoup plus vite que moi. Est-ce que il y a des éléments dont tu aimerais parler sur ces viols? Non, sinon que c'est quelque chose que je veux plus vivre en fait. Ouais, comme dit, je suis quand même assez affolé d'avoir pu peut-être pas normaliser mais banaliser, dire c'est la normalité, puisque ça se répète, c'est que c'est normal. Et le problème, c'est que c'était ma première approche de la sexualité, j'en avais jamais eu avant. Et donc ça laissait de traces, oui. Parce qu'il y a une petite voix en toi qui te dit que tu aurais pu faire différemment. Ouais, j'aurais peut-être dû, je sais pas, au moins signifier que j'aimais pas ça, au moins dire quelque chose, mais j'ai rien fait. Donc si quelque part dans ma petite voix, elle me dit si t'as rien fait, c'est que peut-être t'aimais ça. Enfin, c'est assez rude à dire comme ça, mais oui. Et tu lui réponds quoi, cette petite voix? Que c'est pas aussi simple que ça. Pas aussi simple que ça. Alors mon grand moi répondrait, mon moi d'aujourd'hui dirait à mon petit moi, c'est pas aussi simple que ça. Il y a un sentiment d'emprise, il y a une énorme emprise en fait. Et que la première chose qu'un violeur dit, c'est que tout se passera bien, que c'est normal, que c'est bien et que tu verras, ce sera bien. Alors que non, c'est pas normal et que tout se passe pas bien. Ou que même si ça donne l'impression de se passer bien sur le moment, ça va laisser des lourdes traces. Tu m'as dit pendant qu'on préparait cet entretien que tu avais éprouvé du plaisir. Enfin, tu vois, que le fait qu'il puisse avoir une once de plaisir, un ressenti de plaisir, t'a apporté beaucoup de culpabilité. Tu veux qu'on en parle? Ouais. Le fait de me sentir peut-être pas rabaissé, mais mis de côté, en fait, rabaissé ou toujours comparé aux autres. Et finalement, qu'on me mettait toujours en comparaison par rapport à lui, qui était même s'il était nul en cours, mais il était bien, il était beau, il était machin, il était charmant. Et du coup, le fait d'avoir un intérêt, simplement, c'était plaisant. Quelqu'un qui s'intéressait à moi. Sauf que c'est mon frère, quoi. Et que ça, avec le recul... et je pense encore une fois que c'est l'emprise. Qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, une emprise sur tout le monde. Sur moi, sur mes parents, sur tout le monde. Il vient peut-être de là, ton ouf, enfin. C'est que même si, alors que c'est d'une violence destructrice, nos cerveaux cherchent à être aimés, à être vus, par parfois tous les moyens. Donc voilà, ça t'est imposé. Alors il y a une part de ton cerveau qui dit j'existe. Oui. Un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'une manière ou d'une autre, même si c'est brutal, mais au moins j'existe. Et puis t'es un enfant, donc en fait tout se mélange dans ta tête, et puis tu... Ouais. Et c'est...
c'est que quand on prend du recul après, quand je me dis waouh, c'est dingue ce que ça fait l'emprise quand même, quoi, sur une personne. Qu'est-ce qui donc toi tu ne comprends pas pourquoi du jour au lendemain il ne vient plus. Y a pas de, vous êtes toujours dans la même chambre? Ouais, on est toujours dans la même chambre, mais il vient plus. Et puis, bon, après, j'ai appris qu'il avait une copine à l'époque, il a d'ailleurs aujourd'hui sa femme. Et donc, peut-être c'est ça qui a fait qu'il était contenté quelque part. Ok. Et que donc, il avait plus besoin de moi. Du coup, vos relations ont évolué? Ouais, tout de suite en ignorance complète. Ok. Complète, totale. Ça, je pense à ces mots-là qu'il t'a dit récemment en disant « t'es mort pour moi ». J'aurais l'intuition qu'il a besoin que tu sois mort parce qu'il sait très bien ce qu'il a fait, tu vois ce que je veux dire, et que ignorer, rabaisser, supprimer, c'est qu'il a besoin de ça pour survivre à sa culpabilité. Bah, il a une très haute estime de lui et il est persuadé qu'il arrivera partout, même dans le pire des scénarios, il arrivera toujours à s'en sortir. Et donc, il fait fi de la loi, il fait fi de tout, quoi. Donc, dans ses agissements en général. Dans ses agissements en général, hein, donc oui, je pense que c'est une personne qui a une haute estime de soi et qui ne supporte pas la contrariété. Il est éducateur spécialisé aujourd'hui auprès d'enfants. Ouais, en difficulté, ouais. Il a passé un concours et puis il a eu... Donc du coup, des fois, ça me dit, est-ce que c'est possible? Après, bon. Est-ce que c'est possible qu'il viole d'autres enfants? Oui, après, bon, des profs violent des enfants. On a vu des prêtres aussi violer des enfants. Donc, je pense que tout le monde peut avoir des travers de personnalité, quoi. Ça te donne envie de le dénoncer? Non. Non, pas pour ça. Et puis, enfin, pas pour ça. J'allais dire non. Non, c'est à lui de trouver une paix avec ce qu'il a fait. Et j'attends même pas qu'il s'excuse, parce que tellement d'années après, ça me ferait ni chaud ni froid, quoi. Mais je pense que la prise de conscience, quand il l'apprendra, ça va être douloureux aussi. Toi, là où tu en es de ton chemin, tu aurais envie de quoi pour que l'inceste soit dit et dénoncé? Donc aujourd'hui, tu as fait le premier pas d'un courage exceptionnel. Enfin, moi, je me mets à ta place, c'est incroyable d'y être arrivé, non? Il y a une part de toi qui est fière? Ouais. Ouais. Ouais, quelque chose qui est sorti, ouais, quand même. Donc t'as amorcé ce... Je pourrais penser que le premier pas est le plus dur. J'imagine que les suivants le sont aussi. C'est quoi les suivants? C'est quoi les pas d'après? Là, j'ai d'autres frères qui reviennent vers moi, qui me disent ouais, mais il faudrait quand même que tu lui parles, va le voir, va lui rendre visite. Je dis mais non. Et j'esquive pour l'instant. Mais je sais que si on croise au mauvais moment où je suis pas luné, ça va sortir. Et quelque part, ils vont avoir mal quand même. Hein. Ça va quand même exploser. Mais je leur dirais, mais vous étiez où pendant 43 ans, pardon. Vous étiez où pendant 43 ans? Voilà, ça risque de sortir. Si jamais il y a la possibilité de faire une procédure en justice, tu aimerais? Non, parce que je pense que... Mais je sais pas, malgré tout ça, je me dis, essayons de croire en l'humain, et que l'humain il est faillible. Hein. Il n'y a personne qui est infaillible. Et que je cherche pas à atténuer son geste ou expliquer, mais pour autant, je lui veux pas de mal, en fait. Je lui veux pas de mal du tout. T'as l'impression que la justice, c'est faire du mal à l'autre, c'est pas réparer? En fait, que le fait de le punir parce qu'il a fait des gestes, ça va pas me rassurer, ça va pas me rendre ma virginité, ça va pas faire de moi un autre homme. Pas du tout. Ce qui m'apporte aujourd'hui, c'est qu'ils comprennent la portée de ses actes et qu'ils comprennent qu'il a flingué ma vie, quoi.
Donc il y a une part de toi qui aimerait lui parler. Ouais, il y a une part de moi, oui. Et une autre part qui me dit, ben non, il va certainement encore moins bien que moi. Donc voilà, il faut laisse faire les choses, tout simplement. Tu me saisis là d'avoir la capacité d'empathie. Ou est-ce que c'est encore l'emprise qui parle? Non, c'est vraiment par empathie que je fais, parce que c'est pas de la pitié, mais j'ai beaucoup de peine pour lui. Parce que oui, mais tu parlais que selon toi, ton chemin de réparation passe par le dire à tes frères, à lui. Ouais. Et donc ne pas le dire, c'est te faire du mal à toi. Je suis prêt à vivre avec cette douleur-là si elle est moindre parce que je suis persuadé qu'elle est moindre que la sienne. Qu'il doit pas aller bien dans sa tête. Vraiment. Ouais. Et que le dire va forcément pas l'aider. Ouais, ça va pas l'aider. Ça va pas l'aider parce qu'il est complètement réfractaire au compromis, il est réfractaire à la remise en question, il est réfractaire à tout. Il est quelqu'un qui se croit tout puissant, qui se croit beau et qui se croit séduisant et beau parleur. Si on vient lui dire, en fait ton discours c'est de la merde, il va pas l'accepter. Jamais de la vie l'accepter. Il faut trouver un autre moyen de lui faire comprendre, mais ce sera pas ça qui va le faire comprendre. Et je pense qu'à un moment donné, il va le comprendre lui-même. Dans ton chemin de réparation, il y a le podcast, il y a ta présence ici. Ouais. La petite confidence, je crois pas que je te l'ai dit aussi, et si directement que ça, mais j'ai pas mal hésité à refuser d'enregistrer. Je t'en ai parlé ou pas? Non. Ok. Parce que en fait, j'avais des préjugés et dans ma tête, je me disais, sur ce chemin de reconquête, Amir en a parlé à personne, ou en tout cas juste à son petit frère, pile au moment de notre préparation. Non, l'étape d'après, c'est pas d'en faire un podcast public, tu vois. Donc, je me suis inquiété pour toi. Enfin, tu vois, je me disais, c'est pas soigneux. Et en fait, donc du coup, je t'ai mis dans mon petit chemin de sélection, c'est-à-dire, souvent le temps fait son affaire. Souvent, en fait, de laisser du temps, les gens pour qui c'est pas le bon moment de témoigner, voilà, ils passent à autre chose et voilà. Donc, j'ai laissé passer du temps, je t'ai reposé la question, mais pourquoi tu veux le faire, où est-ce que t'en es, etc. Puis à chaque fois, toi, t'étais là et t'étais déterminé, tu vois. Il y avait quelque chose d'une évidence. Tu vois. Tu as dit, ouais, mais merci Guillaume, j'ai bien réfléchi. Et la réponse, c'est oui. Pourquoi ça fait du sens alors que tu ne l'as dit qu'à une seule personne ou à deux, d'ailleurs on va en parler, parce qu'en fait tu l'as dit à une deuxième personne dont on n'a pas encore parlé. Pourquoi, faire un podcast public? Parce que ça fait partie de ma... Je viens d'une culture où on pose pas les mots sur les choses, jamais. C'est-à-dire que le verre il est à moitié vide, mais on va dire non, le verre c'est parfait, il est impeccable comme ça. Mais il faut 2 litres d'eau. Non, mais là ça va aller, ça va le faire. Où on s'adapte toujours de ce qu'on a. Et le fait de témoigner là-dessus, ça me permet à moi de me dire, voilà, ça c'est ton histoire. Avance et arrête de te bloquer. Parce qu'avant, j'étais complètement bloqué. Mais complètement. Pour moi, je vivais c'était entre l'enclume et le marteau et l'enclume, ouais. Et avec aucune sortie possible. Et jusqu'au jour où j'ai compris qu'une sortie c'était possible et que je pouvais voir les choses différemment et puis vivre avec ça, avec ce bagage-là, et qu'il n'y a rien d'insurmontable en fait. Mais ça demande énormément de travail, se faire mal, c'est sûr. Et justement, ce podcast en fait partie, notamment. Voilà, c'est poser des jalons poser des mots sur les choses pour mieux les comprendre et puis mieux pouvoir les voir en face. Est-ce que tu veux mettre des mots sur la contradiction que je vois, qui c'est pas du tout négatif, mais qui a une part de toi qui veut protéger les gens en ne disant pas, et une autre part de toi qui a choisi un podcast public où ta voix n'est pas déformée, même si c'est un prénom d'emprunt. Et c'est beaucoup ça d'ailleurs auquel je t'ai fait en disant, mais on est d'accord, Amir, que tu peux être reconnu par rebond, et qu'est-ce qu'on fait si t'es reconnu? Et toi, tu m'as dit,
Tu te souviens ce que tu m'as dit? Non. Qu'est-ce que tu réponds à ça si tu es reconnu? Si je suis reconnu, ça sera une bonne chose. Aussi, ça sera une bonne chose pour qu'on comprenne. Et puis que si je suis reconnu aussi, peut-être d'essayer d'expliquer les choses, peut-être que certaines personnes arriveront à mieux comprendre. Tu aurais envie d'envoyer ce podcast à ton grand frère avec qui tu es plus proche? Ouais. Quand ce sera le bon moment, je le ferai, je pense. Et là, imagine, il t'écoute. Ouais. Tu aurais envie de lui dire quoi? Maintenant, tu sais tout. Et en même temps, il y a une part de moi qui me dit ouais, mais il va vachement... il va tomber de sa chaise quand même. Mais bon. Et t'aurais peur de quoi pour lui? De rien, c'est sûr qu'il y aura une réaction, c'est sûr qu'il va être choqué. Maintenant, c'est rien à côté de ce que moi j'ai vécu. Bien sûr. D'intuition comme ça, comment il peut être le meilleur allié pour toi? T'aimerais lui demander quoi si tu pouvais lui demander quelque chose? Juste de me prendre dans ses bras, de me rassurer et de me dire que tout ira bien. Voilà, c'est ce que mon petit moi voulait entendre et qu'il n'a jamais entendu. Voilà. Ça m'émeut. Ouais, et puis le fait de faire ce podcast-là, c'est aussi une façon à moi aussi, de mon grand moi, de dire à mon petit moi, tu vois, finalement, tout se surmonte. Voilà. Je ravale un peu mon émotion pour du coup te dire qu'on va arrêter la partie 1 ici pour te retrouver dans la partie 2 de ton témoignage. J'ai dit tout à l'heure, en fait, il n'y a pas une seule personne à qui tu as dit l'inceste, il y en a deux. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi tu ne l'as pas dit pendant la partie 1. Mais il y a ta femme avec qui, du coup, tu es marié depuis une quinzaine d'années. Ouais, 15 ans, ouais. Vous avez 3 enfants. Et toi, tu lui as dit aussi. Ouais. Je propose que dans la suite, tu nous racontes ça. Et puis aussi, je trouve ça trop beau parce que apparemment avec le podcast, il s'est passé tout un tas de trucs. Tu vas devoir décrire et je pense que dans les parties suivantes, il y a le chemin de reconstruction, de réparation qui est en cours, quoi. Et qui est magnifique. Ouais. Tout comme toi. Merci. Merci. Je dois te parler d'un projet un peu fou. Je veux partir sur les routes de France et du monde entier pour des rencontres, des enregistrements live, j'arrive même pas à le dire, des enregistrements live près de chez toi dès cet été jusqu'à la fin 2025. Oui, une sorte de tournée internationale. Tu le sais peut-être, je vis à Paris, mais moi quand je regarde mes stats d'écoute, vous êtes 80% à vivre hors de Paris, partout en France, en Suisse, au Québec, en Belgique, en Afrique francophone et partout dans le monde. Moi j'ai envie qu'on se rencontre, alors je peux pas vous demander de tous venir à Paris, soit, donc je viens à vous. Mais voilà, tu le sais, je suis solo dans cette aventure, le podcast n'est pas encore à l'équilibre financier, donc je viendrai là où je trouve quelques auditeuristes qui peuvent m'aider à organiser et ou à m'héberger. Si tu es partant, tu vas sur le site du podcast, j'ai mis un petit formulaire que tu me remplis. Petit PS, est-ce qu'il y a des Québécois là qui m'écoutent? Rapprochez-vous. Alors faut pas le dire aux autres auditeuristes. Faudrait pas que ça les vexe, mais en vrai vous êtes un peu mes préférés parce que j'ai l'espoir de commencer cette tournée au Québec cet été, alors contactez-moi. Et maintenant je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord on doit parler sous. Ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditeuristes. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400.
Je galère à faire décoller tout ça. Alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur un an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends. Alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.